Quand on pense aux prédateurs de nos ancêtres à la préhistoire, on pense souvent à des tigres à dents de sabre ou bien encore à des ours des cavernes gourmands d'humains. Ce qu'on imagine moins, c'est que les humains se soient mangés entre eux, et ce, quelle que soit l'espèce, depuis Homo antecessor jusqu'à Homo sapiens. Si le cannibalisme n'était sans doute pas une pratique récurrente et qu'elle dépend à chaque fois de contextes bien particuliers, de grandes hypothèses semblent tout de même se dessiner pour expliquer cette pratique anthropophage qui met la paléoanthropologie à l'épreuve et qui nous fait nous poser une question insoluble. Mais au fond, pourquoi nos ancêtres mangeaient-ils parfois leurs semblables ? Pour nous aider à y voir plus clair dans ce cannibalisme de la préhistoire et nous rapporter les dernières découvertes sur le sujet, nous avons le plaisir d'être aujourd'hui avec Amélie Vialet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paléanthropologue, maître de conférences au Muséum national d'histoire naturelle. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous aider à décrypter cette pratique du cannibalisme qui est de mieux en mieux documentée en paléoanthropologie, mais qui reste tout de même entourée de certains points d'interrogation. Je rappelle, Amélie Vialet, que vous êtes une spécialiste du site de la Cône de l'Arago à Tautavel en France, où ont été trouvés des fossiles humains présentant des traces de cannibalisme. D'ailleurs, vous étiez venu nous parler de la Cône de l'Arago à ce micro il y a quelques temps. Pour commencer, Amélie Vialet, j'aimerais qu'on fasse un peu d'histoire de la paléoanthropologie. Est-ce que cette question du cannibalisme chez nos lointains ancêtres se pose depuis les premières découvertes de fossiles humains préhistoriques ? Alors finalement non, c'est ça qui est étonnant. C'est pas forcément une question pendant assez longtemps. Je crois que ça s'explique par le fait que finalement ce genre de pratique laisse peu de traces. Donc, il faut être dans des contextes de fouilles qui sont très rigoureux, des méthodologies de fouilles et d'analyse qui sont vraiment extrêmement précises pour pouvoir commencer à apporter la preuve assez irréfutable, en tout cas très objective, de ce type de pratique. Ça laisse peu de traces, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une raison plus philosophique, psychologique même ? On n'a pas envie de voir dans nos ancêtres des anthropophages ? Peut-être, en tout cas, c'est vrai que c'est pas une question qui se pose beaucoup en fait en France, en Europe. Ça se pose beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, qui peut-être développent un petit peu plus ces approches ethnologiques, ethnographiques, et font des liens surtout entre ces approches et la préhistoire. En France, il y a quand même, à partir des années 50, un divorce assez net entre justement l'ethnologie et la préhistoire. Et la préhistoire, justement, elle va se baser sur les faits archéologiques et elle va se limiter, se restreindre à la lecture de ces faits. Donc, c'est sans doute un petit peu ce qui explique que c'est une question qui va mettre du temps à émerger. Et puis après, on peut aussi établir un parallèle avec notre conception donc contemporaine ou au cours des périodes historiques de la guerre, des conflits. Je parle de guerre parce que finalement la pratique cannibale, on en parlera sans doute, est finalement souvent liée à une forme de violence. Voilà. Et donc il y a quand même un parallèle qu'on peut établir avec notamment ces grandes guerres mondiales qu'on a connues donc, au XXe siècle, ou alors les conflits qu'on connaît aujourd'hui. Et finalement, c'est des questions auxquelles on va être sensible justement en fonction un petit peu de cette actualité. Et donc, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, après toutes les atrocités commises, après un petit peu cette saturation de violence, on a l'impression qu'on s'est un peu réfugié dans la préhistoire pour y trouver finalement un peu un paradis, voilà, un refuge. Et on a développé un petit peu, ça nous vient aussi de l'ethnologie, mais on a développé un peu ce concept de bons sauvages. En fait, hérité de Rousseau, voilà. Ouais. Exactement. Et de ce fait, on a cultivé un petit peu cette image en fait d'un monde où la violence n'existait pas. Et donc ça aussi, il a fallu finalement le déconstruire à grands coups de preuves archéologiques pour pouvoir aujourd'hui observer la situation de façon un peu plus objective, même si on n'est pas objectif, on reste des chercheurs de notre époque. Et là encore, je pense qu'avec les conflits qu'on connaît aujourd'hui ou les formes de violence qu'on connaît, peut-être qu'on est un peu plus enclin finalement à voir ces humains comme étant un petit peu plus violents. Et il faut aussi considérer que cette déconstruction un peu de ce monde idéalisé de la préhistoire, elle voit vraiment, elle éclot dans les travaux de Lawrence Keeley en 1996 notamment, qui a publié War Before Civilization, donc qui a montré que justement ces humains préhistoriques pouvaient tout à fait être violents. C'est hyper intéressant de repasser par ce temps de la grande histoire et de rappeler que finalement l'archéologie, la préhistoire s'inscrit aussi dans un
temps donné et dans des problématiques données et que certains sujets vont plus ou moins être traités selon les préoccupations d'une époque très, très actuelle. Si on s'en tient justement à ces faits, Amélie Vialet, quand on parle de cannibalisme, de quoi parle-t-on? Quand on parle d'anthropophagie, de quoi parle-t-on? Et pourquoi cette distinction entre cannibalisme et anthropophagie est en soi porteuse d'un certain sens? Alors c'est vrai qu'il y a 2 expressions. Donc le cannibalisme, c'est parce qu'on peut le partager, pour tous les êtres vivants, hein. Mmh. La menthe religieuse est un être cannibale, voilà. L'anthropophagie va être restreinte à la finalement au même concept, hein. Donc on consomme, son contemporain, on consomme, son congénère, Mmh. voilà, mais on reste, chez les humains. Alors c'est vrai qu'il y a cette racine aussi, cannibale des tribus Caribas. Donc ça c'est Christophe Colomb, hein. C'est vraiment, ces moments où on a cette rencontre avec un monde, «sauvage», entre guillemets. Donc c'est vrai que dans le cannibalisme, quand on l'utilise pour les humains, ça véhicule quand même un petit peu cette notion, de tout ce que De ça renvoie primitivité d'une voilà, de certaine façon, primitif ouais, et de de violence préjugés et de du coup et de sauvage. regard de surplomb. Vous parliez tout à l'heure des traces, que laissent ces pratiques anthropophages, cannibales. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de mieux les déceler. Alors est-ce que vous pourriez nous raconter comment, au cours des dernières décennies, on a pu justement, identifier des traces? Qu'est-ce que c'est qu'une trace d'ailleurs de cannibalisme sur un ossement humain fossile? Alors ouais, il y a un moment de bascule un petit peu, enfin d'ouverture en tout cas vers cette thématique, qui est rendu possible avec les travaux notamment de Paola Villa. Je pense que c'est intéressant, évidemment, elle n'est pas toute seule, hein, il y a toute une époque, mais ça vraiment son parcours est intéressant parce que elle vient de l'université de Berkeley. Elle est justement un petit peu influencée par un petit peu toute cette ethnologie, certains peuples indiens qui justement pratiquent le cannibalisme et des récits qui sont donc étudiés, etc. Donc c'est une idée qui lui est un peu commune, on Mmh. pourrait dire. Et elle va travailler en France, notamment sur le site de Fontbrégois, donc, qui est un Dans le site Var? néolithique, voilà, dans le Var, là où finalement elle a un assemblage de restes humains qui montrent toute une série de traces. Et là, justement, on est dans le bon contexte, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte de fouille qui est bien mené, avec des ossements qu'on pense être contemporains sur un niveau de fouille. Et là, elle développe toute une méthodologie, justement, très précise d'observation des traces laissées sur ces ossements, qui va permettre la démonstration, en fait, de cette pratique anthropophage. Donc il faut les 2. Il fallait un peu cette éducation, cette ouverture d'esprit, cette sensibilité à ces sujets et puis ensuite il faut le bon site archéologique dans de bonnes conditions pour pouvoir développer cette, argumentation. Donc il s'agit essentiellement de modifications en fait, anthropogéniques, c'est-à-dire de traces laissées sur ces squelettes humains, apparemment par d'autres humains. Et donc en fait la solution, les éléments de l'argumentation, c'est de comparer avec ce qu'on a sur les animaux. Donc Mmh. si sur les restes humains, on trouve les mêmes traces que ce qu'on trouve sur les restes d'animaux qui manifestement ont été apportés dans cette grotte pour être consommés, eh bien c'est qu'on en est venu à consommer ces humains de la même façon. Donc elle insiste sur le fait qu'il y a un effet contexte, hein. Il faut être dans un site où on est dans une espèce de dépotoir, hein, dans un sens, c'est-à-dire qu'on a laissé là les reliefs de repas, Mmh. que ce soit justement la faune ou l'humain. Et ensuite, elle insiste sur la méthodologie à utiliser pour observer ces traces, qui peuvent être des traces de découpe, qui peuvent être des traces de fracturation, qui sont souvent aussi des traces de cuisson, hein. Et tout ça, sur les restes humains, amène à la Mmh. conclusion de cette pratique anthropophage. Alors quand vous avez un os humain, ce qui est rare quand même quand on parle de ces temps très reculés, entre les mains, par exemple à la cône de l'Arago, quelle trace va vous faire vous dire: «Ah là, il y a peut-être eu une pratique cannibale»? Alors justement, oui, ces fameuses traces de découpe, hein, donc Mmh. c'est les traces qui sont laissées sur l'os par l'entaille. En fait, l'os est entaillé par une industrie lithique, une pierre taillée, hein. Donc on peut avoir des silex, mais on a à la Conarago, justement, on a des quartz beaucoup qui sont une roche un petit peu plus résistante, hein. Alors le souci, c'est que en fait, un bon boucher ne laisse pas de traces. Ça, c'est Voilà. la vertu des bons bouchers. Voilà, donc de fait, sur des restes d'animaux comme sur les restes humains d'ailleurs, on peut ne pas avoir de traces donc de découpe ou de fracturation, alors que finalement ils ont été quand même l'objet Mmh. de pratiques cannibales. Là, on Voilà. parle de traces, visibles, mais je crois que voilà, vous parliez aussi de toute l'importance de la méthodologie, du caractère systématique de ce travail d'observation. Aujourd'hui, on a aussi des méthodes d'analyse qui relèvent plus de la chimie, de la biochimie. Alors, quelles sont, finalement les traces chimiques d'une pratique cannibale? C'est pas des traces directes, on imagine, mais qu'est-ce que ça va nous dire?
Alors justement, vous disiez avoir entre les mains un ossement, et pouvoir le décrypter et alors ça m'est arrivé encore il y a peu de temps parce que, dans une autre grotte dans les Pyrénées, hein, pas très loin de Tautavel justement, mais, à Montmorin, donc, dans la grotte qui s'appelle Coupe-Gorge Ouais, eh bien bien nous nommé. avons voilà, nous avons découvert en 2022 un numérus humain. Alors dans des niveaux un peu récents, enfin qui sont situés entre 60 000 et 30 000 ans, donc dont on ne sait pas encore tout à fait s'ils sont du paléolithique moyen, donc la fin des Néandertaliens, ou bien du paléolithique récent supérieur, donc les Homo sapiens. Et cet ossement, en fait, on a tout de suite remarqué, donc on n'a que l'os long, les extrémités, elles ont été consommées en fait par un carnivore, sans doute par la hyène, qui est venue mâchouiller en fait Mmh. les extrémités, qui les a consommées. Elle consomme la moelle à ce niveau-là. Et puis, ça on avait bien remarqué parce que ce sont des marques évidentes. Et comme on a en effet maintenant toute une typologie de ces traces, on sait très bien les observer. Mais après, je l'ai passé juste à la loupe binoculaire à fort grossissement et j'ai fait comme ça une couverture de l'ensemble de l'ossement. Et là, j'ai trouvé justement une trace de découpe du type de celle qu'on décrit pour être des traces anthropiques, c'est-à-dire faites par les humains. Autrement dit, c'est pas toujours observable à l'œil nu, Mmh. hein. Il faut avoir des outils comme la binoculaire ou le MEB, hein, le microscope à balayage électronique, pour pouvoir vraiment identifier ces traces. Et là, vous parlez d'un type d'os, l'humérus. Est-ce que tous les types d'os sont consommés quand on est cannibale ou bien déjà la nature de l'os qu'on va retrouver au milieu des vestiges et des os, de faune, animale, on va dire des animaux qui ont été consommés pour leur viande, voilà, est-ce que il y a certains types d'os qui témoignent, des os humains qui témoignent d'une pratique cannibale en particulier? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord en fait, la préservation osseuse, c'est-à-dire la répartition squelettique. Est-ce que vous avez tous les ossements Mmh. ou pas? Ça, déjà, c'est une bonne indication. On peut donner en fait 2 exemples. Justement, on parlait de la grotte de Fontbrégois. Il a été montré qu'on n'avait pas d'os de main et de pied et donc il a été proposé comme hypothèse, alors qu'on a tous les autres ossements, que justement, on est dans un cas de cannibalisme de guerre et que là, les mains et les pieds ont été, par exemple, conservés, comme trophées. Voilà. À l'Arago, puisque nous en parlions, on a fait un peu le point et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas toutes les parties anatomiques, qu'on a finalement les parties anatomiques les plus nutritives et qui se sont pas «encombrées» entre Mmh. guillemets, Du reste. de la cage thoracique, des côtes et cetera, qui est finalement, d'un apport nutritif, moindre. Donc là, on se dit, ils ont dû choisir en fait les parties, des individus qu'ils ont rapportés dans la cavité pour les consommer et donc là, on est sur un cannibalisme, gastronomique peut-être parce que voilà, c'est des parties qui sont goûtues ou alors un cannibalisme, de famine, enfin voilà, un cannibalisme, de survie ou de nécessité. Mais on voit en tout cas qu'il y a un vrai choix Mmh. dans les parties anatomiques. Et ensuite, ce que ça peut nous indiquer, c'est, en comparaison avec les ossements, animaux fossiles. Parce que là, on essaie de regarder si on a les mêmes parties qui sont conservées sur les animaux que sur les humains et si on a les mêmes types de gestes de boucherie, donc les fracturations, les stries de découpe, aux mêmes endroits Mmh. sur les animaux ou sur les humains, pour voir si justement on est sur de la boucherie, que ce soit de l'humain ou de l'animal, on fait pareil, ou alors si on a un traitement spécifique pour les humains. Et ça, on voit par exemple, à l'Arago, on voit à Tautavel que on n'a pas toutes les parties osseuses, alors que pour les animaux, on aurait tendance à avoir tout le squelette. Ça fait une différence quand Mmh. même. On est à 450 000 ans, hein, donc c'est le genre de différence auquel on accorde un peu d'importance. Mais dans d'autres sites, je pense au site par exemple de Burankaya en Crimée, où là on a des Homo sapiens autour de 36 000 ans. Et là, en fait, il a été vraiment démontré que le traitement des carcasses animales et des humains est différent. Donc on se dit, ils n'ont pas été finalement consommés dans le même but ou dans les mêmes circonstances. Et c'est là qu'on peut commencer à parler d'un cannibalisme à ce moment-là qui serait symbolique, qui serait rituel, qui serait comme une pratique mortuaire ou Mmh. peut-être même funéraire. On va venir bien sûr tout à l'heure à la question délicate de l'interprétation à donner à ce cannibalisme à la préhistoire, mais j'aimerais qu'on revienne à un autre site aussi, Amélie Villalet, que vous connaissez bien, le site d'Atapuerca en Espagne, qui livre régulièrement des trésors fossilisés, humains. Cet été encore, 2025, il y a eu une découverte. Pouvez-vous nous en parler et nous dire ce qu'on a découvert en lien avec cette thématique du cannibalisme dans les temps anciens?
Alors c'est vrai que, à Atapuerca, bon, ce sont des sites fabuleux. Mmh, On a déjà bien l'occasion sûr. d'en parler ici. Nous avions parlé de Pink, qui est donc trouvé dans un de ces sites à la Cima d'Elefante qui date de 1,4 million. Mmh. On a des sites beaucoup plus récents comme la grotte qui s'appelle El Mirador et dans laquelle on a des restes, de population du néolithique, de l'âge du bronze, donc sur des périodes beaucoup plus récentes. Entre les 2, on a Grandolina qui est daté à 850 000 ans et en fait, on connaissait le site de Grandolina par un grand sondage qui a été fait dans les années 90 et arrivé à un certain niveau qui s'appelle TD6, on a trouvé 150 restes humains. Ça, c'est le Donc jackpot quand même quand on est ah oui, paléoanthropologue. là, Oui. c'est vraiment, une belle découverte et donc là, on est dans les années, oui, 90, presque 2000 et les collègues espagnols trouvent que morphologiquement, ces humains sont un peu différents de ce qu'on connaît. Ils les appellent Homo antecessor. On obtient une datation assez précise, on est autour de 850 000 ans, mais tout de suite, ce qui frappe, c'est qu'il y a essentiellement des jeunes individus. Ce sont des fragments d'os. Ils sont souvent très fracturés et surtout, on observe tout de suite les fameuses traces, de découpe. Donc là, on a très peu de doute sur le fait qu'on soit sur un cas de cannibalisme, qui touche justement des individus plutôt jeunes. Il faisait pas bon être un juvénile homo antécessor à Atapuerca il y a un peu plus de 800 Voilà, 000 ans. à moins de courir vite et Oui. donc cet été, les collègues, enfin j'étais parmi eux, j'ai eu cette chance, sur la début juillet là, mais la découverte s'est produite, après finalement. Ils ont découvert dans ce même niveau TD6 parce qu'en fait, après ce sondage, il a fallu, reprendre la fouille du dessus, Mmh. hein et donc c'est seulement maintenant, donc presque 30 ans après, 25 ans après là, qu'on arrive à ce niveau TD6 qui maintenant va être fouillé en extension. Donc on n'a pas fini d'en parler parce que chaque été, il y aura des découvertes, Oui. spectaculaires puisque le niveau va être ouvert en extension et va livrer beaucoup d'autres fossiles. Et donc là, en effet, il y a plusieurs dents qui sont sorties, voilà, il y a plusieurs éléments. Au milieu, il faut quand même le rappeler, ça c'est un élément qui me semble important, au total 1300 coprolites, c'est-à-dire excréments d'hyènes qui sont fossilisés. Ça veut Mmh. dire que c'est quand même, dans ces premiers niveaux, là, on est quand même, dans une espèce de tanière d'hyènes, hein, et Mmh. c'est là qu'on trouve les restes humains. Et donc, parmi ces restes humains nouveaux qui ont été mis au jour cet été, il y a un fragment de vertèbre, cette fameuse vertèbre qui porte le crâne qu'on appelle l'atlas, qui est fragmentaire et qui présente des stries, de très belles stries de découpe. Et à ce moment-là, on s'est posé la question, et les collègues espagnols ont l'air de conclure dans ce sens-là, à savoir que ce sont sans doute des stries en fait, de désarticulation du crâne Mmh. et des vertèbres cervicales, ou bien peut-être même Une voilà, décapitation. une Mmh. trace de décapitation. Atapuerca a aussi livré des restes plus récents, datant de l'âge du bronze, il y a 5700 ans, qui là aussi témoignent de pratiques cannibales. Je le disais en introduction de cette émission, Amélie Vialès, cette pratique du cannibalisme, elle est constante chez toutes les espèces du genre Homo, depuis Homo antecessor jusqu'à Sapiens. Ah oui, c'est ça. En fait, vous le disiez aussi, c'est pas systématique, Mmh. mais on a toujours un peu en bruit de fond et pour certaines périodes quand même, c'est une pratique qui gagne en importance et le néolithique, c'est le cas, hein. C'est vraiment une période, au cours de laquelle on a beaucoup de cas, mais c'est vrai que, même en regardant un peu loin dans le registre fossile, on trouve toujours sur les premiers Homo sapiens, le site de Herto par exemple en Afrique de l'Est, on a des traces de cannibalisme. Donc c'est vraiment une pratique, qui n'est pas absente du registre fossile. Alors tout ça nous conduit à la question délicate du sens qu'on peut donner à cette pratique du cannibalisme. Pour introduire cette question, j'aimerais vous faire entendre la voix de l'archéologue et préhistorien Jean Guilaine. En 2003, il répondait aux questions de Jean-Noël Jeannet dans l'émission de France Culture, Concordance des temps. Un certain nombre de préhistoriens n'admettent pas le cannibalisme, peut-être pour des raisons qui sont des raisons philosophiques aussi, on ne sait pas trop. Mais en fait, on a effectivement ces restes qui d'ailleurs ne sont pas propres à ces temps anciens. On va retrouver du cannibalisme au cours de périodes récentes, de la préhistoire et même de la protohistoire. Mais est-ce qu'on pense que c'était pour des raisons rituelles, en somme, ou pour des raisons simplement parce qu'il fallait se nourrir dans certains cas de Oui. famine? Alors, les raisons alimentaires, elles ne sont pas corroborées par l'ethnologie, souvent, sauf dans de très rares cas. En fait, il semble que le cannibalisme obéisse surtout à des buts, à des raisons rituelles. Et là, vous savez, on a tendance à faire la différence entre un endocannibalisme, c'est-à-dire lorsque l'on consomme des gens de son propre groupe, pour conserver les qualités, par exemple, pour s'imprégner du corps d'un parent,
Alors là, on peut même dire que c'est un acte rituel qui tend à la sublimation d'une certaine façon. Et puis ensuite, vous avez l'exocannibalisme, c'est-à-dire on peut manger une partie du corps d'une personne de notre groupe. C'est souvent un guerrier que l'on a vaincu. Alors le vainqueur, évidemment, mange les restes de son ennemi pour capter en quelque sorte son énergie et en même temps pour l'empêcher de revivre. Amélie Vialet, plusieurs choses m'interpellent dans cette archive et dans le propos de Jean Guilaine. Déjà, le tout début, quand il dit il y a encore un certain nombre de préhistoriens qui se refusent à admettre l'existence d'un cannibalisme. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou bien... Voilà, et comment on peut expliquer ce refus, ce rejet a priori? C'est le cas comme on peut réfuter quand on a peu de preuves, finalement. Parce qu'on l'a dit, les témoignages sont quand même ténus. Après, il y a quand même quelques sites sur lesquels on reviendra peut-être, où on a une argumentation qui peut vraiment être importante et nous amener progressivement à reconstituer quand même l'ensemble du contexte et à prouver cette pratique. Alors, il y a aussi un autre point, c'est ce recours à l'ethnologie, vous l'évoquiez en début d'émission. Pourquoi est-ce que ce recours-là peut être, dans certains cas, intéressant, justement, de comparer des pratiques plus récentes avec ces pratiques très lointaines du cannibalisme? On se raccroche à l'ethnologie parce qu'évidemment, c'est un cas de figure qui est quand même relativement loin de nous et on peut s'en féliciter. Et donc, c'est vrai que ça peut nous permettre de trouver des voies d'interprétation. Je pense que ça peut nous ouvrir un peu l'esprit sur la diversité des cas de figure et sur la complexité en fait des rapports humains et les codifications culturelles qui sont très strictes en fait dans tous les groupes, y compris dans nos sociétés actuelles. Donc ça, oui, après, faire une analogie stricte, ça, c'est quasiment impossible. Ouais. Alors, si on se rapproche autant que possible des faits qui ont provoqué cet acte cannibale, déjà, on peut assez facilement dire si oui ou non les personnes qui ont été cannibalisées l'ont été dans un contexte de tension alimentaire. Voilà, alors c'est rarement le cas finalement, parce que justement tous les sites qu'on a évoqués, Grandolina, Totavel ou bien le site d'El Mirador, donc à Atapuerca également, à chaque fois on n'a pas d'indicateur de stress alimentaire, de stress nutritif. On pourrait par exemple avoir des populations qui ont en fait manqué d'alimentation et donc ça se voit au cours de la croissance, dans la croissance osseuse ou dentaire, on voit des stress. C'est pas le cas pour notamment ces exemples dont on vient de parler. Donc, cette histoire de cannibalisme de survie, enfin de famine, par exemple, c'est difficile à argumenter dans les sites dont on parle, notamment aussi parce qu'on l'a dit, on retrouve ces restes humains avec des ossements d'animaux, et donc il y a beaucoup d'ossements d'animaux, il y a beaucoup de carcasses animales. C'est le cas à Totavel, dans certains niveaux, on a plus de 60 rennes qui ont été abattues, ou des bouquetins. On a presque l'impression d'un abattage un peu de masse. Oui. Donc on se dit, mais ils n'avaient pas forcément faim. Après, ce qui est vrai, c'est qu'ils fracturent leurs ossements, notamment les os longs ou les mandibules, pour récupérer la moelle ou le nerf mandibulaire, par exemple. Donc pour récupérer tous ces tissus conjonctifs dont ils vont vraiment s'alimenter. Ils sont très nutritifs. Voilà, qui sont très nutritifs, qui sont aussi faciles à consommer, parce qu'à Totavel, par exemple, il n'y a pas de foyer aménagé. La maîtrise du feu n'est pas strictement attestée. Donc on mange sans doute la viande un peu crue. Il y a des niveaux, on a estimé qu'on avait 4 tonnes de viande. Manger 4 tonnes de viande crue, c'est sans doute très indigeste. Voilà. Donc la moelle, on voit qu'ils l'ont beaucoup consommée. Donc les ossements sont quasiment systématiquement fracturés. Mais peut-être pas pour des questions strictement de manque alimentaire. Quoi. Jean Guilaine parlait aussi de cette distinction entre endocannibalisme, le fait de manger des congénères, des membres du groupe, et l'exocannibalisme, le fait de manger des membres, des individus extérieurs au groupe. Comment peut-on déterminer justement qu'un individu est extérieur au groupe, qu'il l'a mangé? Alors, c'est très difficile. C'est très difficile. Il y a déjà, justement, vous disiez aussi, il y a un peu des sceptiques dans cette affaire. Certains de nos collègues vont, par exemple, considérer de façon très triviale le fait que, voilà, on n'a qu'à mettre les humains, finalement, dans les ressources carnées en général, et puis on va considérer, pour essayer de voir si c'était intéressant de consommer de l'humain. Alors, c'est intéressant, le rapport, en tout cas, coût-bénéfice, il est intéressant si vous mangez vos morts.
tout simplement, parce que là, ça vous coûte rien, et en effet, vous les consommez, ça vous coûte rien. Donc là, en effet, on considère que c'est du coup un gain direct. Donc, dans ces cas-là, l'endocannibalisme, c'est une hypothèse privilégiée. Après, c'est très difficile d'envisager, de pouvoir apporter la preuve que ces humains qui sont consommés sont extérieurs au groupe. Mais justement, donc l'équipe espagnole qui a travaillé sur la série d'El Mirador a pu le démontrer pour cette période alors un peu récente. On est il y a 5700 ans, donc c'est très récent. Mais ils ont fait des analyses qu'on appelle de strontium. Donc là, c'est des analyses chimiques qui permettent en fait de tracer un petit peu les territoires. Parce que l'eau que vous buvez, par exemple, dans un territoire, elle a une marque chimique particulière qu'on va retrouver finalement dans les éléments de votre squelette ou de vos dents. Et donc, si on a à peu près les mêmes spectres en termes de strontium d'un territoire et chez un individu, on va pouvoir dire que cet individu appartient à ce territoire. Et si ce n'est pas le cas, au contraire, on pourra dire que c'est un individu qui vient de plus loin. Et dans le cas de figure du Mirador, ils ont pu montrer justement qu'il s'agissait d'individus qui probablement avaient grandi dans le même territoire que celui où ils ont été retrouvés cannibalisés. Donc justement, là, on peut garder l'hypothèse de l'endocannibalisme. Voilà, et donc pas un cannibalisme guerrier, mais alors du coup, cette question, insoluble du cannibalisme rituel, symbolique, quel sens peut-il avoir pour nous qui rejetons le cannibalisme a priori comme un tabou occidental ? Alors c'est vrai que ça nous dit beaucoup sur nos rapports au monde, aux êtres vivants, à l'autre et au corps. Et c'est vrai que je pense que dans notre société actuelle, peut-être que finalement, d'un point de vue scientifique, on fait une place plus importante à ce type de pratique parce que on le disait, dans un monde aujourd'hui quand même un peu violent. Mais en revanche, dans un monde où on a un rapport au corps qui est en effet très prude, il faut que ce corps il soit toujours stérilisé, qu'on enlève tous les éléments qui puissent finalement montrer les aspects un peu naturels et nos origines un petit peu animales. Donc c'est vrai que nous projeter comme ça dans une image d'individu cannibale, c'est sûr que là, c'est très loin de nous. Alors, si on n'a pas la réponse définitive à cette pratique du cannibalisme, au fond, moi, je vais poser une question un peu brutale, mais pourquoi continuer à étudier ces traces-là ? Quelle question plus profonde ça nous pose ? Oui, alors justement, je pense que c'est tout ce dont on vient de parler, le rapport aux autres, au corps et donc aussi à ces morts. La mort est un peu tabou aussi dans notre société. Donc, c'est vrai que je pense que c'est une question qui, bien évidemment, nous stimule beaucoup. On a envie de décrypter au mieux ces humains du passé, bien sûr, tout en sachant qu'il y a certaines limites, mais aussi peut-être de retrouver le témoignage d'autres grands équilibres entre l'homme et la nature tels qu'ils ont eu lieu dans le passé. Et ça pose finalement aussi cette question d'un universel, de l'humain. L'humain est-il universellement voué à commettre des pratiques qui sont pour nous violentes, qu'elles soient symboliques ou non? Ça, c'est une vraie question aussi. C'est ça, je pense que chez les anglo-saxons, qui ont beaucoup plus travaillé la question que nous, ça a été repris tout ça dans un livre qui s'appelle L'origine de la guerre et qui a été publié par Jean-Claude Favin-Lévesque, qui était un de nos doctorants. Il a publié ça il y a peu de temps chez l'Harmattan en 2023. Il reprend un petit peu toute cette trame et justement, on voit bien que l'enjeu, au fond, c'est d'enraciner la violence. Est-ce qu'elle est intrinsèque aux êtres humains, est-ce qu'elle est innée ou pas? C'est bien de ça dont il s'agit. Et je pense qu'en remontant le fil comme ça de ces pratiques cannibales qui se rapprochent d'une certaine forme de violence ou de traces de conflits entre groupes, c'est un petit peu ce qu'on essaye de tester. L'homme est-il fondamentalement bon ou pas? Vous avez quelques heures pour répondre à cette question, vous qui nous écoutez. Merci beaucoup en tout cas à vous, Amélie Vialet, d'être venue nous parler de cannibalisme à la préhistoire. Notre voyage dans le temps touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, à Étienne, Bruno Sansini, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Jean-Guilain Meige aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA.